On y va. J'ai demandé à Frédéric Aïtouati d'être ici avec moi. Moi, je présente quelques projets des étudiants, de mes étudiants à l'université d'Harvard, et puis on en discute. Et quelques mots sur le programme que j'ai commencé au GSD, Graduate School of Design, il y a 1 an maintenant. En fait, mon cours s'appelle Biospheric Urbanism, l'urbanisme biosphérique, changer le climat. Et ce qu'on fait, c'est chaque année, on prend une ville, on cherche des villes partenariats avec qui ont envie de travailler avec nous. On vient visiter la ville avec les 12 étudiants. Ensuite, on travaille pendant 15 semaines et on restitue le travail fait à la ville en question. On a commencé avec New York City l'année passée. Non, il y a 2 ans. L'année passée, on a fait Paris. Et cette année, on va travailler sur Athènes. Et le but, c'est en 5 ans, j'ai une sorte de appointment pour 5 ans. Au bout de 5 ans, on aura 5 fois 12, 60 solutions, 60 pistes pour rendre la ville plus résiliente. À Paris, comme vous le savez, je pense que c'est une des villes les plus avancées sur la question du climat, avec le Paris Climate Action Plan, même traduit en anglais, qui nous a beaucoup inspiré dans les projets qu'on fait et qui nous a beaucoup inspiré avec les étudiants pour voir comment pousser plus loin le possible dans une ville aussi dense, dans une ville marquée par les îlots de chaleur. Et ce qu'on a fait spécifiquement à Paris, c'est qu'on a imaginé le drame. Parce que le problème de ce changement climatique, c'est qu'il est tellement inévitable qu'on ne sait pas quoi faire. Et le fait de le découper en gradation, 2 degrés de plus, qu'est-ce qu'on fait? 2 degrés de plus, c'est selon l'IPCC plutôt 2025, 2030, disons. 3 degrés de plus, on est 2050, dans l'idée qu'on n'a pas trouvé la solution miracle, hein, peut-être on la trouve. Mais si on ne la trouve pas, ben on regarde, on sera à 4 degrés de plus 2075 ou encore 5 degrés de plus 2100. Après, on était tous les deux à une rencontre au MIT, où justement, une des chercheurs de l'IPCC disait, en fait, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est pas 5, c'est pas 6, c'est 8, 9, 10, le off the charts. Et du coup, voilà, ça me donne des frissons, pour trouver des solutions, on essaie de le découper comme ça un peu en morceaux plutôt gérables. Mais ça fait aussi qu'on a développé une sorte de toolbox, si vous voulez, une sorte de façon de réfléchir plus ou moins utopiste, plus ou moins pragmatique. Et j'avais demandé à mes étudiants d'à la fois être visionnaires sur le cap 2025, 2050, 2075 ou 2100, et en même temps être le plus pragmatique possible. Il faut dire à la ville ce qu'il doit faire demain, pas dans 20 ans. Et du coup, voilà, en 2023, la carte officielle des îlots de chaleur. Le premier groupe de 2 degrés a travaillé sur les avenues et les rues. Le deuxième groupe a travaillé sur les espaces ouverts. Le troisième sur les bâtiments publics. Et le quatrième sur le sous-sol. Je vous présente d'abord 2 plus 3 degrés, puis on discute. Et après la petite pause, 4 et 5 degrés. Et surtout, cette carte, c'était ma première image, cette carte montre quelque part le potentiel d'amélioration, le potentiel de la création de microclimats qui refroidissent. Et c'est quelque part ma conviction en tant qu'architecte paysagiste, c'est qu'on peut produire des microclimats. On peut et on doit comprendre la ville comme un enchaînement de microclimats artificiels. Les bâtiments changent le vent, changent l'ensoleillement, les places et les rues changent la perméabilité des sols. Du coup, il faut vraiment apprendre à lire, à analyser la ville comme un enchaînement de ces microclimats. Et pour chaque microclimat, il faut le comparer avec une situation naturelle, apprendre de la situation naturelle et amener cette logique dans le microclimat artificiel qui est la ville. Et si on commence à lire la ville de cette façon, il y a tellement de possibilités. On sort de nos typologies habituelles de square, mailles, jardin. Et soudainement, on est dans une sorte de fiction ou une sorte de narration, mais basée sur la science. Du coup, on est dans une science-fiction, mais dans le sens ou dans le champ du possible.
2 degrés de plus, c'est quelque part là où on est aujourd'hui. Hein. On a 1,3, 1,4, mais bon, le 2 degrés, je pense que plus personne va nous dire qu'on ne va pas y arriver. Je pense que ce serait possible ensemble, et bientôt. Quelques images ici, assez intéressant, le moment de Haussmann, qui pas seulement produit ces avenues, mais qui repense tout le sewer system, tout l'assainissement. Et si auparavant il y avait un peu de système nord-sud, en fait, système gravitaire, parce que le point le plus bas, c'est évidemment la Seine, Haussmann le repense et crée un système sous les avenues. La typologie qui a tellement marqué Paris, développée avec Alphand, le paysagiste, à l'époque, c'était aussi complexe, je pense, que ce qu'ils ont inventé là qu'un iPhone aujourd'hui. C'était vraiment la technologie la plus avancée. Et du coup, de ces images de Paris pré-Haussmann, on arrive à ces images que vous connaissez. Du coup, un Paris visible, très bien maîtrisé, un Paris invisible, une sorte de machinerie qui se trouve sous les pavés. Et cette coupe technique, quelque part, qui servait à assainir la ville, qui servait à agrandir la ville, qui est devenue l'image de Paris. Et du coup, ces étudiants, ils se sont dit, mais en fait, quand on regarde les grandes avenues de Haussmann, on se rend compte, en fait, il suit pas mal les courbes de niveau. Il y a la Seine, ensuite rue de Rivoli, ensuite boulevard Haussmann, vous le voyez, et ensuite boulevard de la Chapelle. Il y a une sorte c'est presque des courbes de niveau. Sinon, il y a rue Saint-Jacques qui coupe perpendiculairement. Et c'est assez intéressant parce que quand on regarde le runoff, le ruissellement des eaux de pluie, en fait, ils sont gérés par la vallée et par la topographie. Et du coup, depuis Montmartre, on voit bien que les ruissellements vont du nord au sud. Tout qu'avec la butte aux cailles, on a un système inverse. Du coup, on a un système nord-sud au sud-nord des ruissellements qui peuvent être, en fait, en fonction de la géologie, on peut les faire capter dans le sol. Mais surtout, on peut imaginer, ça je vous montre ces images-là, on peut imaginer un sorte de système parallèle et utiliser les avenues de Haussmann pour capter ces eaux pluviales. Du coup, ne pas essayer de les évacuer au plus possible, mais de créer je dirais des aquifères artificiels sous les pavés dans lesquels on capte ces eaux. Et du coup, presque comme des rizières au Vietnam, on peut capturer toutes ces eaux parce que le défi serait de garder toute l'eau de pluie en ville, dans les sols. Aujourd'hui, on a construit nos villes tellement étanches, on évacue les eaux le plus possible. Il faut les garder dans le sol, pour deux raisons, pour ne pas créer des inondations plus loin, mais surtout aussi pour ne pas descendre la nappe phréatique, sinon même les arbres centenaires, seulement, ils n'ont plus accès à l'eau. Et du coup, ils ont développé cette idée de ces connexions est-ouest qui, d'ailleurs, aussi connecte Bois de Boulogne avec Bois de Vincennes. Du coup, si on passe à 2, 3, 4 degrés de plus, on aura des corridors à l'ombre, refroidis par les arbres qui remettent l'eau de pluie dans l'air. Et du coup, une sorte d'armature qui permet de circuler en ville, même en cas de canicule. Et du coup, vous voyez, j'aimais bien cette image-là. Tout est là, hein, tout est là, et il suffit en fait de repenser ces coupes qui d'ailleurs n'ont pas arrêté de changer. Haussmann ne l'avait pas construit pour des voitures, évidemment. Et du coup, il y a cette patrimoine de la coupe qu'on peut repenser. Du coup, ce qu'ils ont fait ici, ils ont pris l'image existante, imaginé de supprimer ou le stationnement ou de la voirie, ouvrir, bioswale, on appelle ça en anglais, une sorte de noue dans lequel on peut non seulement capter les eaux de pluie de la rue, mais aussi tous les eaux de pluie des toitures. Aucune raison d'évacuer l'eau de pluie des toitures, mais on peut les capter et créer, vous le voyez ici, cette nappe phréatique
local qui permet de garder l'eau sur place. Ils l'ont fait pour le boulevard de la Chapelle. Ils l'ont fait aussi pour le boulevard Haussmann, un peu plus étroite, mais du coup plutôt une noue centrale par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais le même principe. Vous voyez ici en bas à gauche le UTCI, Universal Thermal Climate Index. Et troisième pour la rue de Rivoli. Vous avez compris le système. Et du coup, d'une façon assez simple, on peut penser à l'échelle du territoire, à l'échelle de la topographie, à l'échelle de la géologie, et vraiment avoir une influence sur la nappe phréatique avec des interventions qui se font déjà. Du coup, ça, c'était le premier groupe que je trouvais très intéressant parce que très pragmatique et avec un effet colossal pour la ville. Je vous montre encore quelques belles images justement les arbres comme agents qui trouvent leur espace dans ce sous-sol. 3 degrés de plus. Ce groupe-là s'est posé la question, mais en fait, il y a beaucoup d'espaces publics à Paris. Il n'y a pas tellement de grands parcs, mais il y a quand même une série de jardins, de squares, de cimetières, ou encore des carrefours. Et ils se sont dit, mais en fait, si on regarde l'ensemble de ces espaces non bâtis, comment on peut les rendre plus résilients par rapport au changement climatique? Et ils ont développé 3 typologies. Ici, quelque part, encore une fois, la carte des possibles. 3 typologies. Les places qui sont aujourd'hui trop minérales, pas trop minérales, du coup, vraiment heat absorption, il y a la radiation, un climat plus chaud encore que dans la ville. Les carrefours, pareil, très peu de végétation, très minérale. Les squares, les jardins, et du coup une série de typologies, et je vais vous montrer 3 exemples de ce travail. La première, c'est la place de l'hôtel de ville, qui, comme vous le savez, auparavant touchait la Seine, c'était les quais. Et cet étudiant s'est dit, en fait, on peut l'imaginer presque comme une des grands parcs le long de la Seine, comme les autres que vous connaissez. Et imaginez la place de l'hôtel de ville, pas seulement comme une place minérale, mais aussi comme un lieu le long de la Seine. Et il s'est dit, au lieu d'avoir ces 2 fontaines massives, est-ce qu'on ne peut pas les remplacer par une sorte de topographie, une sorte de butte plantée, et de ce fait créer ce qu'elle appelait un winter berm et un summer berm. Et l'idée, c'est qu'en hiver, on est face au soleil, coupé du vent sur ce talus, tandis qu'en été, on se met à l'ombre des arbres de l'autre côté. Du coup, je trouve ça assez intéressant cet usage par saison. Et au centre, elle avait laissé la place pour des fontaines ou pour des activités, comme vous voyez sur ces images. Et du coup, encore une fois, d'une façon assez simple, la transformation radicale de cette place. Ici, vous voyez le UTCI. On calcule tout par température ressentie. Universal Thermal Climate Index, c'est l'ensemble de la température, l'humidité, le vent, la radiation. Et du coup aussi, sûrement, toutes les activités qui déjà prennent place sur la place dans ce cadre, dans cet écrin végétal. Deuxième étudiant à travailler sur la place Charles de Gaulle. Et elle s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir toute cette place magnifique, déjà tellement difficile pour aller à l'Arche. Je ne sais pas si vous l'avez fait récemment, mais il faut aller dans un tunnel, on sort un peu nulle part. Et elle était assez intriguée par le dessin des arbres, le dessin tellement bien fait d'Alphand, et se posait la question, mais en fait, pourquoi il s'arrêtait là, Alphand?
Est-ce qu'il avait un client qui lui a dit non, il faut plus de place pour les voitures, et ça l'intriguait tellement qu'elle s'est dit, mais peut-être le premier plan d'Alphand, c'est peut-être celle-là. Et du coup, elle a fait une sorte de faux Alphand avant l'introduction des voitures. Elle s'est dit, mais en fait, le plan il est tellement rigoureux, on peut parfaitement continuer cette trame et organiser à la fois les vélos, les quelques voies de voirie dans cette trame améliorée. Après un peu de technicité. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant encore une fois, de pas de rester dans ce qui est Paris, dans les plans d'Alphand ou de Haussmann, mais de quelque part les améliorer, de pousser plus loin ces principes. Et là encore le UTCI. Et je termine cette première partie, voilà, le Tour de France, avec les invalides. Ce qui est bien avec les étudiants à l'étranger, c'est qu'on peut s'attaquer à des lieux sacrés où à Paris, tu n'aurais pas le droit de le faire sans te faire tuer directement. Et avec une certaine naïveté, ils l'ont fait parce que voilà, ils connaissaient pas très bien Paris. On est venu ici pendant une semaine, mais du coup, ils ont vraiment, avec une sorte de regard assez frais, attaqué ces lieux tellement connus, tellement importants. Cet étudiant s'est rendu compte que les invalides se trouvent aussi pas loin des îlots de chaleur repérés par la ville, et surtout se poser la question de ces grands pelouses qui récemment d'ailleurs souffraient de la chaleur, qu'on n'arrive plus à garder verts. Dans l'histoire, elle a vu que les pelouses sont assez récentes. C'était des pelouses, c'était des parkings, c'était encore des parkings. Du coup, elle s'est dit, en fait, les pelouses, on ne peut pas la garder. 2050, ça n'a pas de sens de gaspiller autant d'eau pour un lieu qui est aussi pas tellement utilisé. C'est pas comme le jardin des plantes ou autre. Et elle s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas créer une sorte on ne peut pas continuer la trame, mais moins dense. Et ici, vous voyez les arbres existants. Et elle propose de continuer la trame, mais plus large, 15 mètres sur 15 mètres, et garder les perspectives sur les bâtiments, mais de produire une sorte d'arboretum au milieu de l'esplanade. Ici, vous voyez justement sur Google Earth la difficulté de la pelouse de la garder verte. Et là aussi, et j'aime bien qu'à chaque fois, c'était inspiré encore une fois, de tous ces plans rigoureux existants. Et quelque part, il faut une sorte de hacking. Il s'insère dans cela d'une façon assez habile. Arboretum, voilà, vous avez compris, avec des microclimats en fonction de lieux. Et du coup, là, de nouveau, le UTCI ou cette image que je trouvais ça assez intéressante de dire on garde les perspectives, évidemment, on garde les monuments, mais on les met dans un autre cadre. Voilà comme première partie. Merci Bas. J'avais envie de réagir parce que j'ai eu la chance de rencontrer ces étudiants dont tu parles. Et bonsoir à tous. D'abord, je ne me suis pas présentée, Frédéric. J'ai eu la chance de les rencontrer et de découvrir, comme ils sont venus à Paris, avec toi, leur regard. Et effectivement, il faut sans doute être un étudiant américain de Harvard pour oser faire des choses pareilles. Mais il y a quelque chose de très, oui, tu disais rafraîchissant, mais important, je crois, dans ce que vous avez proposé. Il y a 2 ou 3 points que j'aimerais souligner et sur lesquels je voudrais qu'on revienne ensemble. Une des choses qui me passionne le plus dans ton approche, c'est l'approche paysagère de Paris, de la ville, et le lien que tu proposes dans tes travaux souvent entre urbanisme et paysage. Et je souligne des concepts, je crois, qui te sont propres, comme urbanisme biosphérique, place climatique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce qu'il me semble que ce rapport entre urbanisme et paysage a des intérêts méthodologiques, mais aussi politiques, philosophiques assez intéressants. C'est une approche topographique, c'est une façon de penser Paris, pas simplement comme une ville, pas simplement avec les concepts urbanistiques qu'on connaît,
mais vraiment avec des niveaux dans son inscription géologique, dans son rapport à l'eau, dans son rapport au temps long de la géologie, de la végétation. Donc c'est quelque chose de très original qui est une des raisons pour lesquelles, sans doute, tu as été choisi d'ailleurs pour Notre-Dame de Paris. On ne l'a pas dit, mais c'est toi qui vas t'occuper de la réflexion de tout ce qui se passe autour de Notre-Dame de Paris. Donc voilà, il y a une force méthodologique singulière dans ce choix. Est-ce que, au-delà de ce que tu as fait avec tes étudiants, est-ce que tu peux nous parler de ce lien entre urbanisme et paysage, la ville comme paysage? Oui, j'essaie de retrouver le lien de cette ville, de cette construction, de cette invention humaine avec le territoire et les invariables du territoire. La gravité produit une topographie, produit une hydrographie, du coup, il y a un lien qui sera toujours là. Et j'aime bien lire la ville comme une nouvelle nature, comme second nature. Et de quelque part, je suis toujours très inspiré par Van Humboldt. Lui, il va explorer le continent américain et il note ce qu'il voit, il essaye de comprendre, il essaye d'avoir cette lecture très approfondie, très large. Il notait même le blueness of the sky. Il avait un cyanomètre. Il essayait de comprendre la relation entre les choses. Et de la même façon, j'essaye, quand je vais explorer une nouvelle ville, de prendre la réalité comme point de départ et de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et d'où on vient et vers où on va. Et je crois qu'il y a une sorte de vocation d'un lieu. On peut imaginer ce que le lieu peut et veut devenir. Et moi, je pense que dans une ville qu'il ne faut pas oublier, tout ce qu'on voit, on l'a construit, on l'a imaginé, on l'a fait. Et le moment qu'on comprend ça profondément, que tout ce qu'on voit là maintenant a été conçu par quelqu'un et construit par quelqu'un d'autre, tout aurait pu être différent. Et quand on se balade dans une ville avec cette idée, tout aurait pu être différent, mais soudainement on voit, ah tiens, mais... Et je me souviens, j'avais donné des cours ici à l'ESA, et j'avais appelé mon cours permis de démolir. Et j'avais demandé aux étudiants, il faut me trouver un bâtiment, un seul dans tout Paris, que vous voulez démolir, il faut me dire pourquoi. Et c'était le seul brief. Et du coup, c'était l'idée que soudainement, quand on comprend qu'on peut faire des choses, ça peut être plus bas, ça peut être plus haut. Et du coup, que faut-il faire une fois qu'on sait qu'on peut intervenir? Il faut retrouver cette relation ou trouver une nouvelle relation avec ces éléments invariables ou peu changeantes. Et c'est l'eau, c'est l'atmosphère, c'est la géologie. En fait, j'avais défini le biospheric urbanism de cette fine couche entre une météorologie changeante et une géologie très présente. Tu es conscient que tu parles à des Parisiens à Paris, donc il y a des choses qui pour nous sont inchangeables. C'est pas que la géologie, c'est Paris aussi. Et ça, c'est très intéressant dans ton approche, c'est que brusquement, tu nous proposes des images qui respectent extrêmement ce Paris voilà, intouchable, et en même temps qu'il renouvelle complètement. Et donc le deuxième point que je voulais discuter avec toi, c'est le sujet de ces 3 jours, c'est le terme d'adaptation. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour toi, adaptation? C'est le bon moment pour essayer de le redéfinir. Il me semble, dans ce que tu proposes toi, c'est un rapport à une forme de plasticité de la ville. Adapter, ça veut dire quoi adapter? C'est un des grands sujets aujourd'hui qu'on discute et qu'on dispute au CNRS, là où je travaille, mais aussi dans les mairies. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Selon toi, est-ce que c'est un rapport à ce permis de démolir, j'ose à peine dire ces mots-là, mais en tout cas à cette plasticité des usages, sans forcément penser totalement on ne va pas démolir le boulevard Haussmann, on va peut-être l'utiliser autrement. Est-ce que tu as un terme peut-être plus précis, toi, pour adaptation ou une définition propre? Très bonne question. Moi, j'utilise souvent le mot transformer. Moi, je pense que tout est en transformation tout le temps. Rien n'est fixe. Rien n'est fixe. Voilà. Rien va rester. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout démolir, mais il faut être conscient que
voilà, tout est en transformation avec un temps plus ou moins large. Et dans le paysage, c'est l'essence de ce qu'on fait. Tout ce qu'on plante change tout le temps et meurt à un moment donné. Du coup, rien de ce qu'on fait est pour toujours. Peut être renouvelé, peut être transformé. Et du coup, l'idée qu'on est toujours dans cette idée d'améliorer, parce qu'on transforme pour que ce soit mieux, pour mieux s'adapter peut-être, pour mieux se défendre contre ce qui va nous arriver. Mais cette transformation permet en effet de voir l'existant comme un point de départ et voir vers où on va. Et encore une fois, comme paysagiste, on a cette habitude parce que notre pire moment, c'est à la livraison d'un projet. Après, c'est toujours mieux. Mais c'est le lien d'ailleurs avec la première question sur le lien entre paysage et ville. En fait, si la ville pour toi est une nature, elle est constamment en train de bouger finalement. On comprend d'autant mieux ta vision de la ville comme étant elle-même une espèce de chose qui vit, qui est vivante. Et après, ce qui est intéressant, c'est dans tout ce qu'on construit, on construit plein de choses. Les meilleurs exemples deviennent des monuments et on veut les sauvegarder. Et du coup, j'aime bien aussi que un monument est aussi une expérimentation. Et par hasard, ou pas par hasard, il y en a un qui est mieux que l'autre et du coup, on décide de le garder. Du coup, la ville devient une sorte d'expérimentation où on garde les meilleurs exemples. On le sait très bien avec l'architecture, on a tout un système pour les préserver, les sauvegarder, les entretenir. Mais il faudra presque faire la même chose pour les espaces publics et pour les paysages, qu'on a un peu, mais beaucoup moins précis d'imaginer que je pense qu'on est obligé de continuer à transformer et d'inventer, surtout maintenant. Si on a encore 1 minute avant le break, j'ai 2 petites questions avant qu'on passe vraiment au moment dramatique de la soirée, c'est-à-dire plus 4 et 5. Jusqu'ici, c'était assez facile. Ici, on survit, mais attention après. Une question sur la puissance des cartes et sur ton usage des cartes. Ça fait partie des techniques que tu as partagées avec tes étudiants. Et quand on a fait la rencontre d'ailleurs entre tes étudiants et les miens à Sciences Po, c'était intéressant de voir à quel point c'était autour des cartes qu'on s'est réunis, qu'on a discuté. Moi, c'était quelque chose qui m'intéresse aussi dans mon travail, puisque quand je vais travailler avec des architectes, c'est pour essayer d'inventer des nouvelles sortes de cartes. Et dans ton usage à toi des cartes, dans votre usage à vous collectivement, à Harvard, moi, ce qui me frappe, c'est ce que tu dis à un moment. Les cartes permettent de mettre en valeur des choses qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire les espaces verts, ces petits climats dont tu parles. Donc ça aussi, c'est une manière extrêmement originale de parler des cartes, d'utiliser les cartes. Et surtout, les cartes nous disent, brusquement, on voit les 2 forêts, on voit enfin les 2 parcs, on voit Bois de Boulogne et Vincennes qui prennent une importance très, très forte dans tes cartes du futur. On a l'impression que les 2 poumons, ça devient ça. Voilà. Comment tu travailles avec les cartes et qu'est-ce qu'elles te font dire et qu'est-ce qu'elles permettent de raconter? Et là, j'ai bien sûr en tête le très beau livre de Bruno Latour, Paris, ville invisible. Donc, il y a le Paris visible, il y a le Paris invisible, et il y a un jeu entre les 2, qui est un jeu à la fois spéculatif et à nouveau, on en parlera peut-être après, c'est de la science-fiction qui n'est plus vraiment de la science-fiction. La cartographie est essentielle parce qu'elle fait plusieurs choses. Elle te fait comprendre que tout est mesurable, dessinable, concevable. Quand on redessine les éléments, you understand the makeability. Oui, parce que c'est pas quelque chose que tu regardes, mais c'est quelque chose que tu dessines. Du coup, c'est une entrée dans la transformation. Deuxièmement, quand on fait des cartes, et on aime bien faire des cartes élément par élément, thème par thème, couche par couche, comme on dit, on comprend des relations qu'on ne peut pas voir sur site. On comprend par exemple la carte avec les 2 forêts et les boulevards, mais on se rend compte, évidemment, c'est la vallée de la Seine. On a tellement l'habitude de voir Paris comme une ville concentrique, mais ça c'est une couche qu'on a ajoutée ensuite. L'organisation réelle, c'est la Seine et les courbes de niveau, et ça se voit dans les boulevards. Du coup, le fait de redessiner, on peut distiller cette information qu'on ne peut pas lire sur une carte Google ou une carte IGN. Et du coup, on a cette méthodologie où d'abord on sépare toutes les couches, même sans trop réfléchir. Déjà, il faut dessiner pour avoir la carte dans la main. Et ensuite, on va comparer ces couches.
la courbe de niveau avec la végétation, le parcellaire avec les rues, le vent avec les IGH. Du coup, en fait, on va s'amuser à trouver des corrélations entre ces couches. Et ensuite, on va distiller une carte que j'ai appelée le paysage exemplaire, pour lui donner un nom. C'est-à-dire que le meilleur paysage actuellement caché dans la réalité, on peut la distiller. Et ça, c'est le point de départ. Et je me souviens, à Bordeaux, justement, j'avais fait cette carte de paysage exemplaire. Elle était très belle. Et je présentais ça à la métropole, qui me disait, mais nous n'avons pas l'argent de réaliser ça. Je dis, mais c'est ce que vous avez. C'est juste, il y a tellement de bruit qu'on ne le voit pas. Mais ça pour moi, c'est ce paysage exemplaire qui se produit par la cartographie, aide ensuite à savoir vers où amener les projets. Oui, donc la carte est à la fois une carte de l'existant, de l'invisible et du futur. Absolument. 2, 3, 4, 5. On s'est inspiré du GIEC, évidemment. 2, 3, il y a beaucoup d'informations. 4, 5, évidemment, il y en a moins. Mais on s'est quand même dit, que faut-il faire? 4 degrés de plus, ce n'est pas si aberrant non plus. Je veux dire, il y a des villes qui vivent avec 4 degrés de plus. Que font ces villes? Qu'est-ce que Paris peut faire dans ce cas-là? Du coup, c'est finalement assez pas si utopique. Mais vous allez voir, ça change un peu les choses. 4 degrés de plus. 4 degrés de plus, un groupe a travaillé sur les bâtiments. Ils se sont dit, en fait, que faut-il faire quand il y a une canicule? Mais peut-être il faut ouvrir les écoles, les monuments, les musées, les gares, distribuer de l'eau, refroidir ces espaces. Et du coup, ils ont fait une belle carte avec tous les endroits publics, du plus au moins public. Ils ont fait une sorte de confetti, que vous voyez. À chaque fois, les cartes sont vraies, on ne triche jamais. Et on s'est dit, si on peut activer tous ces lieux-là, en fait, ça veut dire que chaque habitant, à presque 5 minutes de chez lui, aura une sorte de refuge ou une sorte de lieu qui peut être activé. D'ailleurs, si la ville pense à créer un réseau de cours d'école refroidis, c'est absolument dans la même ligne de pensée. Ici, vous voyez le heat vulnerability, les îlots de chaleur, et du coup, cette opportunité d'avoir ce lieu public, d'avoir un système de réseau de voirie, et du coup, on peut imaginer cette nouvelle couche de bâtiments publics ouverts en cas de canicule. D'ailleurs, on utilise souvent Houston l'année passée, ils ont eu plus de 20 jours de plus de 45 degrés. Du coup, à un moment donné, ils ont ouvert des lieux. C'est encore une fois pas si utopique, il y a des villes qui sont déjà dans ce cas-là. Je vais vous montrer la gare de l'Est, l'école des Beaux-Arts et le Panthéon. Gare de l'Est. Un étudiant a étudié tous les gares qui, vous le savez, font un cercle parfait autour de Paris. S'est intéressé à la gare de l'Est aussi parce que il y a c'est peut-être pas si évident, mais il y a cette connexion avec le canal. On ne le sait pas, mais on est vraiment juste à côté du canal. Et du coup, il s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une sorte de réorganisation déjà du trafic, et surtout, est-ce qu'on ne peut pas amener ce parc devant le parvis et de créer une sorte de connexion gare-canal? Je passe un peu sur les images, mais cette image-là, je trouve ça très intéressant. C'est une autre façon de voir Paris. Quand on sort de la gare de l'Est, on ne se dit pas, tiens, je suis à côté du canal, tandis qu'on l'est. Et du coup, il a regardé l'existant en détail. Il s'est inspiré des formes parisiennes et il a composé avec. Il a fait toute une toolbox et du coup il a composé avec. Et je trouve ça assez intéressant que là aussi l'idée novatrice n'est pas la forme mais la composition avec des éléments
qui pour lui était parisien. Quelques images, bon, c'est toujours bien les avant-après. Oups. C'est comme la publicité de monsieur qui n'a pas de cheveux et soudainement il a beaucoup de cheveux. Ça me fait toujours un peu penser à ça. Mais bon, ça parle. Deuxième étudiant qui a travaillé sur les écoles, il avait aussi fait cette carte pour montrer qu'on peut créer un réseau d'écoles parce qu'il y en a tellement. Et il a choisi d'élaborer ça sur le complexe, je dirais, des beaux-arts. Et ce qui est très intéressant, et souvent à Paris c'est le cas avec les cours, c'est qu'il y a une vraie fluidité entre le bâti et les espaces non bâtis. Surtout aux Beaux-Arts, si vous connaissez, il y a le petit jardin, il y a la cour devant, il y a le petit square. Et du coup, il a fait une une comparaison déjà avec les îlots autour, comparaison un peu pour voir combien d'espaces perméables, combien d'arbres, un peu une sorte de catalogue. Et puis il a fait ces cartes-là que je trouve intéressant, où soudainement tout devient microclimat. Et il fait plus chaud dans la serre, il fait moins chaud dans un autre endroit, il fait moins chaud à l'extérieur. Et j'aimais bien l'idée que soudainement, ce n'était pas juste intérieur-extérieur, mais c'était une catalogue de microclimats en fonction des caractéristiques du lieu. Et du coup, tu allais plutôt dessiner où il a écrit drawing, et chill, eat. Du coup, il a imaginé les usages à travers l'ensemble de l'espace, mais dans une perméabilité. Ça, je trouvais ça assez intéressant. Et puis, il a proposé de planter des arbres sur la trame qui existait déjà. Il a imaginé une sorte de cours. Belle image aussi. Voilà, ça, le reste est assez compréhensible. Et le troisième de ce groupe qui a travaillé sur le bâtiment public a osé s'attaquer au Panthéon. Et il s'est dit, c'est génial, c'est un microclimat par excellence, il fait frais toujours dans le Panthéon, du coup ça peut vraiment être un refuge pour le quartier. Il a étudié le bâtiment, il l'a comparé avec d'autres églises. Et surtout il s'est dit, même si c'est très frais à l'intérieur, à l'extérieur, ça chauffe. C'est un îlot de chaleur invraisemblable, tout est minéralisé. On est proche de Jardin-Luxembourg, mais le lieu lui-même, d'ici 2075, on est 4 décades de plus, ben, il faut imaginer à faire quelque chose. Comment on change un lieu aussi important, qui est tellement protégé? Lui, il s'est dit, mais en fait, je vais partir de cette lecture de l'existant. Pardon, je passe un peu sur ces images-là. Vous voyez, voilà, c'est la seule chance, quelque part, c'est l'ombre. Vous voyez ici roter avec le temps. Mais du coup, vous voyez ici la température ressentie. On est toujours dans le rouge, tandis qu'on est dans le bleu foncé à l'intérieur. Et il s'est dit, est-ce que je ne peux pas créer une sorte de complément de cet espace intérieur à l'extérieur? Et il a fait une vraie étude de l'architecture de ce lieu. Et il s'est dit, est-ce que les colonnes, on ne peut pas les imaginer comme des arbres? Et c'est assez intéressant parce que quand on a fait des églises, on a voulu imiter les arbres pour amener les paillants, de se faire sortir de leur forêt et de leurs esprits et de l'amener dans l'église. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, je continue la trame des colonnes, mais les colonnes à l'extérieur, ce sont des arbres. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que son plan, il est acceptable. Ça aurait pu être un autre faux Alphand. Et du coup, c'est pas dans la forme, mais c'est dans cette transformation. Quelque chose devient autre chose, mais reste dans l'esprit la même chose. Et ça, je trouve ça très intéressant dans cet exercice. Jolie abstraction.
quelque part, on retrouve l'idée au début de Soufflot qui voulait une grande transparence. Ça n'a jamais été réalisé, mais quelque part, on retrouve la transparence sans rendre le bâtiment transparent. Et puis, il a créé quelques clairières dans la trame qui reprennent les motifs de l'intérieur du Panthéon. Mais ça, c'est secondaire. Mais du coup, joli plan. Encore une fois, ça aurait pu être un plan historique. Et du coup, j'aimais bien qu'il ne voulait pas choquer par l'image, mais plutôt s'insérer dans une logique. Voilà, quand on va là entre les plans historiques, les plans... Voilà, et du coup, aussi, évidemment, il a étudié Henri IV, Saint-Geneviève, toutes les institutions qui se trouvent autour, comment activer ces microclimats qu'il a créés avec les fonctions autour. Pour ça, différentes propositions. Voilà, et avec ça, je passe au dernier groupe, 5 degrés de plus, qui ont fait une étude assez remarquable. Comme vous le savez, Paris a été construit avec ce qu'on trouvait dans son sous-sol, la craie, la chaux, les pierres, d'où les carrières qu'on voit ici. Hein, y a une grande partie de Paris sous laquelle se vide, est vidé. Et du coup, à la fois les carrières qui ont servi de matière de construction de Paris, et à la fois tous les métros qui les connectent. Et ils se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une sorte d'alliance entre ces sous-sols vides et ces connexions de métro. Et en étudiant les métros, ils se sont rendus compte que la ligne 2 et la ligne 6 suivent les anciens remparts et font un cercle parfait autour de Paris. Et on se dit peut-être à 5 degrés de plus, 2100, Dubaï, tout le monde habite dans des bâtiments air conditionnés, mais pour circuler, peut-être on enlève les rames de la ligne 2 et la ligne 6 et on crée une sorte de boucle à l'ombre qui connecte les lieux souterrains. Ils ont dit on les ose, peut-être c'est le moment de s'en débarrasser. Et voilà, les Américains et on crée des vrais lieux de refuge. On en aura besoin. Du coup, autant les faire là où ils existent déjà. Et les faisans, ils sont tombés sur ces images 19e où on imaginait des aquariums souterrains. On avait tout un imaginaire de souterrain très féerique, poétique. Et du coup, il se disait, est-ce qu'on ne peut pas retrouver cela? Je montrerai ça avec 3 projets. Le premier, c'est le métro, voilà, jeu de mots, le métro, où cet étudiant se dit, mais voilà, c'est ligne 2 et 6. En plus, ligne 2 et 6 descendent et montent, du coup, crée une sorte de parcours à travers la ville. Et dès qu'on est en sous-sol, en fait, il y a une sorte de contradiction aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il fait chaud dans le métro, mais c'est la mécanique qui fait qu'il fasse chaud, parce que quand on rentre dans le sol, il fait froid. Et il y a une température constante à un certain niveau. Du coup, on peut bénéficier de cette température, même s'il fait 55 degrés à l'extérieur, UTCI, il peut faire que 15 degrés dans cette tube dès qu'on enlève toute la machinerie. Et du coup, elle s'est posé la question, voilà, quelle coupe en haut, en bas de la ville, et comment transformer cette tube, c'est toujours la même tube, en lieu, en fonction des pentes, en fonction des virages. Et elle s'est imaginée de récupérer tous les eaux de pluie des toitures dans la partie où aujourd'hui roulent les rames, et de créer une sorte de jardin, à l'ombre, peut-être avec une lumière, avec ces plantes. Elle a même imaginé une sorte de tour de vent, d'amener la fraîcheur comme on le faisait à l'époque. Et du coup, cette séquence de la ligne 2 et 6 dans un tunnel. Et du coup, il voyait vraiment une sorte de vie s'y installer, mais surtout dans l'idée, parce que tous les 200 mètres, il y a une sortie, de créer cette connexion facile
comme encore une fois on le faisait à Houston l'année passée. Premier étudiant, le deuxième, c'est drôle cette image-là. Et évidemment, ça fait penser à Chris Marker tout de suite. Le deuxième, il va encore plus loin. Il dit en fait 5 degrés de plus. Il a travaillé avec Midjourney, avec AI. Je vais vous montrer quelques images. Il s'est dit voilà, ça va pas du tout. Il faut repenser les parkings comme des lieux de survie. Et du coup, il s'est dit en fait, un élément essentiel de Paris, c'est ces parcs, ces jardins, l'idée de flâner, de se rencontrer, de passer du temps dans ces parcs. Et du coup, il s'est dit dans 2100 comment recréer cette habitude qu'on avait avant les 5 degrés. Et du coup, il a pris, voilà, ça c'est les images qu'il avait créées avec Midjourney. Voilà. Et il s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas repenser ces parkings, voilà, c'est là aussi, j'aime bien. Est-ce qu'on ne peut pas enlever les voitures, et par exemple Place Vendôme, qui a tellement été transformée à travers le temps, est-ce qu'on peut là pas faire une sorte de prototype de ce qu'on sait faire? Et il s'est dit peut-être il faut travailler sur le nivellement, enlever deux dalles sur 5, ouvrir et reproduire ces parcs et les jardins qu'on aurait perdus au ciel ouvert. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait fait une sorte de condensé, comme à l'époque du XIXe siècle, quand on avait cet imaginaire du sous-sol. Il s'est dit, est-ce que je peux pas, voilà, reproduire ces éléments protégés par ce toit. Je passe un peu parce qu'il a fait beaucoup d'images. Oui. Mais j'aimais bien on sent le pénombre, on sent la protection. En même temps, on sent l'envie de se balader. Là, on est en bas. Il y a voilà, un bout de Chaumont reproduit. Et du coup, très imaginaire, mais encore une fois basé sur la réalité de ces poutres, ces colonnes de ce parking. Là aussi, voilà, le jardin de Luxembourg souterrain avec les chaises qu'il faut. Hein, et même tout au fond, à chaque fois, il récupère les eaux de pluie parce qu'il n'y aura pas moins de pluie, mais plus de pluie en moins de temps. Du coup, il faut le stocker. Du coup, il est un peu comme les cisternes à Istanbul. Il a imaginé une sorte de jardin aquatique tout en bas. Voilà, une sorte de scène qu'on aurait pu avoir dans la Tuilerie, qu'on retrouve ici. Là aussi, les fougères qui poussent dans le pénombre. Et la colonne qui commence au niveau le plus bas. Et avec ça, j'arrive au dernier projet, où là, cet étudiant a dit, voilà, 5 degrés de plus, il faut des lieux de rencontre autres qu'un lobby d'un hôtel air conditionné. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, on a tous ces... Et ils sont magnifiques d'ailleurs, ces lieux souterrains. Du coup, il s'est dit, est-ce que je peux pas... est-ce que je peux pas réinventer ça? Et elle a trouvé dans le parc Bergère. Du coup, d'ailleurs, on cultivait des champignons de Paris. Il y a déjà eu un usage, une pensée, un imaginaire de ces lieux. Et du coup, elle a pris le cercle, vous voyez à droite en haut, parc Bergère. Et sous cette colline, on ne le soupçonne pas, mais il y a tout un souterrain qu'on voit ici et qui est connecté au but de Chaumont.
et aussi à la ligne 2. Du coup, elle s'est dit, voilà, on peut marcher dans le métro, prendre la ligne 2 et passer une journée ici dans ces carrières réinventées. Et du coup, en fonction des microclimats dans la carrière, elle a imaginé où cultiver. Par exemple, à droite en bas, c'est l'agriculture. En haut, c'est les lieux de rencontre. Et du coup, une belle image ici, un peu pré-Ishigami, pour ceux qui voient. Elle a du coup étudié les lieux comme un architecte pour dire, voilà, j'ai ce point de départ, comment j'organise mon programme dedans. Je vous montre quelques images de ça. Du coup, là, imaginez des lieux de rencontres, mais aussi un sorte de cafette ou encore un cinéma. D'ailleurs, vous voyez ici l'AGT, ou encore des lieux de sport, de danse, Champignons de Paris. Et du coup, même des termes un peu inspirés de Valls, mais du coup, et je terminerai là-dessus, j'aimais bien que même face à cette possibilité terrible de 5 degrés de plus, parce que voilà, on peut, dans l'architecture, dans le paysage, on peut trouver... Non, comment dire, je ne vais pas dire qu'on peut trouver la solution, mais on peut imaginer des façons de vivre avec cela. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on ne peut pas tous quitter Paris et aller vers le nord. On a une obligation de rendre et garder nos villes vivables. Il y a d'ailleurs un aspect économique derrière aussi qui est colossal. Et du coup, pour conclure en quelques mots, parce qu'on a vraiment travaillé en groupe à tous les 12, tout le monde a eu une influence sur tous les projets. Encore une fois, le fait de le découper en 4 éventualités permet aussi de comparer et de ne pas être juste face à une impossibilité, mais de commencer à trouver des solutions. Merci. Ça suscite beaucoup de questions. J'avais envie d'articuler notre deuxième discussion autour de 2 notions principales. La première, c'est celle de l'habitabilité, et la deuxième, c'est celle du temps. Et d'abord, l'habitabilité est aussi, c'est une autre façon d'ailleurs de parler d'adaptation. Encore une fois, du côté des chercheurs, on parle beaucoup plus d'habitabilité que d'adaptation. C'est intéressant de comparer les termes selon les milieux. Mais là, tu nous parles de quelque chose qui, moi, me frappe beaucoup. Tu nous parles d'un inhabitable habitable. Il y a 5 degrés, a priori, on se dit, il n'y a plus personne. Et donc, il y a cette volonté, cet espoir, cet effort, ce travail pour dire, bah si, on peut habiter, il faut qu'on cherche des solutions, il faut qu'on imagine les bâtiments refuges, voilà. Donc, j'avais envie de te poser la question sur l'habitable et l'inhabitable. En tant qu'architecte, c'est quand même un mot qui est important, mais aujourd'hui, on sent bien que l'habitable et l'inhabitable, ça parle plus simplement d'un bâtiment, ça parle de la Terre, ça parle de la planète. Mais vous, architecte, vous êtes bien placé pour nous parler de ce qui est habitable et de ce qui ne l'est pas. Et moi, c'est ça qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point l'architecture est aux premières loges, et l'urbanisme, et c'est l'une des disciplines qui nous permet de penser au-delà du bâtiment, au-delà de la ville, de penser une planète habitable ou inhabitable. Voilà, j'avais envie de te lancer sur cette question un peu philosophique, mais on a quelques minutes. Je réponds d'une façon philosophique. C'est Vernats qui pour moi, est une grande source d'inspiration. Il lui disait, on n'habite pas la planète, on habite l'atmosphère, ou le biosphère, il disait. Et ça, je trouve ça une notion très importante. On vit dans une fine couche produite par les plantes, qui est l'atmosphère. On se nourrit de ces plantes. Et cette couche, elle est vraiment, disons, on construit quoi, 1 kilomètre en haut et on creuse 1 kilomètre en bas, à peu près, même pas, dans une atmosphère qui fait plusieurs dizaines de kilomètres et dans une terre qui fait 40 000 kilomètres. Du coup, c'est très intéressant de savoir que quand on vit dans une fine couche produite par des organismes vivants, et après on s'organise en ville ou pas en ville, mais le point de départ, c'est cette fine couche qui permet la vie.
que nous, on appelle, enfin nous, je parle comme si j'étais une stratigraphe, la zone critique, que nous, avec Bruno Latour et nos collègues géochimistes, on appelle la zone critique. Mais c'est intéressant, tu vois, j'ignorais que, enfin, pour toi, la première définition de ça, c'est Vernadsky. Absolument. Ok. Après, peut-être ça a été... Non, mais c'est intéressant. Donc c'est vraiment cette fine couche, effectivement, qui est produite par les vivants, mais en fait, qui est notre lieu d'habitation. Oui. Et c'est de ça dont il faut parler, finalement. Oui, et la ville est une organisation de cette vie dans la zone critique. Du coup, voilà, ça c'est important. Parce qu'il faut revenir à cette idée que c'est les plantes qui produisent l'oxygène, c'est les plantes qui produisent cette fine couche dans laquelle on peut vivre. C'est aussi tout ce qu'on exploite, la plupart des choses, c'est biosphérique. Parce que Vernadsky disait, tout ce qui a vécu, tout ce qui vit, c'est le biosphère. Mais du coup, beaucoup de roches, tout ce qui est sédimentaire, c'est l'ancienne vie, c'est aussi biosphérique. Et ce cycle est assez intéressant voilà. Non, et du coup, évidemment, la ville comme une sorte d'organisation de cette vie pour mieux vivre, finalement, mieux s'organiser, est adaptable par principe, parce qu'on l'a imaginé, on peut la changer. Et le 5 degrés, c'est pas même... C'est dramatique, mais encore une fois, il y a des villes qui aujourd'hui ont 5 degrés de plus en moyenne. Évidemment, ça demande un air conditioning, ça demande... Et du coup, c'était quelque part dans cette pragmatisme qu'on s'est dit, mais ok, mais comment on sauve quand même l'idée de Paris? Et si on reproduit un bout de parc dans un parking, ça nous semble peut-être affreux, mais peut-être dans 100 ans, c'est une façon de continuer un des esprits de Paris. C'était cette recherche-là de se dire, les bâtiments, on aura la technologie pour vivre à l'intérieur. Et s'il le faut, on le fera déjà. On le fait déjà dans beaucoup de parties de ce monde. Mais comment on garde l'esprit de Paris, malgré tout ça? Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec toi, qui surgit de tout ce que tu nous as présenté là, dans cette deuxième partie. Donc moi, je suis historienne. C'est le rapport au passé qui m'intéresse, mais aussi le rapport au futur, parce que je suis aussi lectrice de science-fiction. Et donc, pour boucler avec l'introduction, moi, je vous ai apporté Kim Stanley Robinson. Ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est que donc, tu nous parles de plus 4, plus 5 degrés, et au moment où tu disais plus 5 degrés, tu disais 2100. Donc, on arrive à peu près à situer. Peut-être que ça sera plus tôt, d'ailleurs, mais bon, en tout cas... Et là, il a écrit un bouquin, ce grand écrivain de science-fiction américaine, qui s'appelle New York 2140. Donc on n'est pas loin. Et je trouve ça assez passionnant de se dire comment on rapproche les spéculations très sérieuses de tes étudiants et un écrivain de science-fiction qui nous parle de New York en 2140. Voilà. Et ça, c'est une des choses qui est le plus intéressant aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de science-fiction ? Parce que la question que pose la science-fiction, c'est la question du registre, du genre littéraire et du genre aussi en termes de tonalité. Quand on parle du futur comme ça et de plus 4, plus 5, on ne peut pas être neutre. On doit choisir une tonalité. Et peut-être qu'une des choses qu'on aimerait gratter, mais c'est des étudiants, mais nous, la responsabilité qu'on a, c'est de dire, voilà, est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est dystopique? Est-ce que c'est dramatique? Dans quelle tonalité on choisit de parler de ces questions-là? Donc c'est une question qui peut paraître une question un peu esthétique, mais pour moi, elle est centrale. C'est aussi une question politique, évidemment. C'est dans quel état d'esprit on se met quand on parle de plus 4, plus 5. À un moment, tu as dit le mot féerique. Tu as parlé d'atmosphère, tu as nommé un éventail de tonalités différentes. Et il me semble qu'il y a une responsabilité, moi c'est ce qui me touche, c'est la responsabilité des artistes aujourd'hui, des écrivains, mais aussi des architectes, mais aussi des professeurs que nous sommes, à dire dans quelle tonalité on choisit de parler et comment choisir cette tonalité avec justesse. Oui, c'est une question difficile. Moi, je pense qu'on a une sorte d'obligation morale d'être optimiste. On ne peut pas lâcher, et surtout pas quand on est prof. Et je leur dis aux étudiants, je dis too bad. C'est pas de leur faute, mais la planète qu'ils ont héritée, oui, c'est en bien pire état que le nôtre ou de nos parents. Et du coup, je leur dis, you have to solve it.
c'est comme ça. Et du coup, je mets aussi dans la position que je veux les aider, au moins donner l'expérience que j'ai, petit comme il est, de les aider à déjà comprendre le problème parce qu'ils sont jeunes et de leur faire comprendre que c'est leur génération qui doit trouver une solution ou des solutions. Et c'est pour ça que je trouve important de ne pas être dans le drame, mais de rester dans la poésie, de rester dans des solutions, de rester dans des moments de beauté, même si c'est dans un parking au lieu dans les Tuileries même, parce que je pense qu'on peut les trouver, et je pense qu'il y aura des solutions. On peut mettre un air conditioning. On trouvera des solutions techniques, ce sera moins... on va perdre beaucoup de biodiversité, mais ça, on le sait déjà, on a déjà perdu énormément les dernières 100 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer, au contraire, on doit lutter pour ces moments de poésie, de rapport à la nature, même si ça sera réduit encore plus, mais d'autant plus il faut les trouver, il faut les ancrer dans les villes, parce que c'est dans les villes qu'on vit, du coup c'est dans les villes qu'il faut ces rapports. Et je rebondis sur ce que tu dis, parce que ça me frappe beaucoup, ça me paraît très important d'insister là-dessus, quand tu disais tout à l'heure que tes étudiants ont essayé de travailler sur conserver certains aspects de Paris, pas forcément certaines caractéristiques. C'est pas forcément conserver telle rue ou tel bâtiment parce qu'il va être transformé obligatoirement dans ses usages, mais de transformer une espèce de je ne sais quoi, disent les Anglais. D'essence. D'essence, voilà. Et ça, je trouve que c'est très beau, et ça rejoint un des chapitres que je préfère dans 2140, que je vous décris en 2 secondes, où il raconte donc New York sous l'eau, avec la plupart des gratte-ciels qui sont coupés par l'eau, et les gens continuent à vivre comme toujours à New York. Et ce chapitre est génial parce qu'en fait, on a cette espèce de description comme ça d'un New York électrique, hyperactif. Et le chapitre commence par « New York sera toujours New York ». Et donc il y a quelque chose à la fois de désespérant en voyant cette image de New York ravagée, et en même temps d'extrêmement optimiste, c'est ce que tu décris, dans cette capacité qu'a la science-fiction de Robinson, en tout cas, de nous faire sentir la possibilité de continuer à vivre à Paris, à New York, avec une spécificité de ces villes. Voilà. Donc c'est ce lien-là qui me frappe entre ce que tu as essayé d'insuffler à tes étudiants, un optimisme impossible, mais un optimisme quand même, et voilà, la capacité à garder un état d'esprit, un état des lieux, le génie des lieux, on disait au XVIe siècle. Absolument, et du coup, ils se sont pas dit, tiens, il faut qu'on préserve Paris telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais ils ont dit, comment je reproduis, aussi une reproduction. Ils n'ont pas peur de reproduire cette essence. Du coup, l'essence n'est pas dans la matérialité, l'essence est dans le vécu. Et ça, je trouve ça très intéressant, en effet, qu'ils avaient compris ça. Comment on reproduit d'être à Paris, même dans un lieu qui n'existe pas aujourd'hui. Et parce que quelque part, chaque ville est un organisme. Quand on est à Los Angeles ou à New York ou à Bruxelles ou à Paris, c'est pas juste les rues et les bâtiments. Il y a quelque chose qui est indéniablement l'essence de la ville. Et peut-être c'est une des pistes d'arriver à le cartographier ou le définir pour le préserver. Et une dernière chose qui me paraît très essentielle à souligner dans ce que tu dis, c'est à quel point effectivement la ville, dans ce que tu décris, c'est là où on vit aujourd'hui. C'est une lapalissade ce que je viens de dire, mais il y a toute une pensée écologique, de collègues philosophes, qui sort de la ville et qui dit voilà, la solution, c'est d'aller vivre dans la montagne, etc. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point on ne va pas pouvoir. La plupart d'entre nous sommes urbains. Et ce que je trouve fort avec tes propositions, c'est effectivement de penser la ville de demain possible, et pas simplement une espèce d'endroit terrifiant à la Mad Max, enfin voilà. Et la zone critique, c'est pareil. La zone critique, mes collègues géochimistes, ils étudient à Aubure, ils l'étudient dans les Vosges. Mais la zone critique, c'est d'abord Paris,
c'est d'abord les villes, c'est d'abord ce lieu qu'on a construit comme des termites entre l'atmosphère et les roches-mères, et qu'on a sécrété comme des fourmis. Et c'est ça qu'il faut étudier aussi en tant que géochimiste, en tant que voilà. Donc moi je trouve ça passionnant de prendre au sérieux l'idée que la ville est notre environnement, notre nature, et de travailler à partir de là. Je trouve ça assez provocateur en fait comme geste par rapport à d'autres versions du futur qui ne peuvent plus penser la ville tellement elle devient inhabitable. Oui, pour conclure, la ville est notre habitat, on l'a créée pour nous-mêmes, on sait la transformer pour nous-mêmes. 50% de la population habite dans les villes, on ne peut pas renoncer aux villes, sinon il n'y aura plus d'espace non construit, si seulement ces 5 milliards vont ailleurs. Mais je pense que je reviens sur cette makeability, ou faisabilité de la réalité construite. On sait le faire. On doit le faire.